Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Pas rien de génial à proposer? Si, allez, encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Retour à l'écran Express. Un format un peu plus court et un peu différent de notre podcast habituel. Alors l'idée de ce format, c'est de donner régulièrement une carte blanche à l'un d'entre nous pour lui permettre de remettre en lumière un film là aussi un peu oublié, pas vraiment non plus plébiscité par ses camarades, mais qui lui tient à cœur. Pour ce premier numéro, c'est moi Max qui ai choisi de vous parler de 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil. Dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse de ce long métrage sorti en 1982. Puis je vous donnerai mon avis sur ce film. Titre en caractères gras, 1000 milliards de dollars. Un scandale de pot de vin. Un journaliste qui fera tout pour faire éclater la vérité au péril de sa vie. La révélation d'un système où les grandes entreprises sont prêtes à tout pour faire un maximum de profit. Henri Verneuil s'initie un film prémonitoire sur les ravages de la mondialisation. C'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI. Le président de GTI. C'est un cerveau redoutable et féroce en affaires. Benoît Lambert est un obstiné. Nous avons acheté Benoît Lambert. Cette poignée de main vaut 1 milliard 750 millions. À ce prix-là, ce n'est plus un achat, c'est ce qu'on appelle un pot de vin. Je suis un rescapé de la plus impitoyable des guerres, la guerre économique, où les généraux sont en costume rayé de bonne coupe et leur arme, un attaché-caisse de bon goût. Nous sommes au début des années 80 et c'est en chinant dans une librairie qu'Henri Verneuil tombe sur un livre d'économie dont le titre l'attire immédiatement. 1000 milliards de dollars. Nom de Dieu, combien il y a de cadavres derrière ça? Et je commence à feuilleter. À un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « Monsieur, on va fermer ». Il était 1h moins le quart quand je suis arrivé dans la librairie et on ferme vers 19h. J'avais passé mon temps à relire et à relire pour essayer de comprendre. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est que quel que soit le lieu, le thème, l'endroit où il y a 1000 milliards de dollars, il y a une emmerde. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Henri Verneuil, qui nous a quittés en 2002, a été l'un des plus grands noms du cinéma français. On lui donne notamment La Vache et le Prisonnier, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, Le Clan des Siciliens ou Peur sur la ville. Il tournera 8 films avec Fernandel et 7 avec Jean-Paul Belmondo. À la fin de sa carrière, il décide de se tourner vers un cinéma plus engagé. Après s'être attaqué au monde politique dans Icône Icare en 1979, Henri Verneuil décide de se confronter cette fois-ci au monde de la finance, à cette mondialisation qui est en train de s'accroître à l'époque. Et je commence à travailler dessus sans savoir où je vais aller. J'ai pris cette histoire parce que ça m'a touché, parce qu'il fallait raconter cette histoire. Je suis un raconteur d'histoire. Et là, je découvre une autre histoire vraie, qui n'a aucun rapport avec le métier de somme, mais qui peut s'embringuer dedans. Cette histoire, c'est celle du polar de Laurence Meyer, Gare à l'intox, sorti en 1979 chez Gallimard. Un livre qui raconte l'enquête d'un journaliste autour d'un scandale impliquant le FBI. Verneuil décide d'écrire seul son scénario et de produire le film de manière indépendante au sein de sa société V-Film. Le cinéaste pense rapidement à Patrick Devers pour incarner ce journaliste qui va enquêter et révéler ce scandale de pot de vin organisé par une grande multinationale. Un gros scandale en perspective. Oui, si tout va bien. Si tout va bien pour qui? Je voulais simplement que vous sachiez que je tiens un dossier explosif et la vérité sur toute l'affaire Benoît Lambert. Alors, journaliste manipulé dans le film, Patrick Devers, non? C'est une enquête que je suis obligé de mener pour sauver mes plumes un petit peu, parce que je suis accusé à tort d'un très grand scandale. Le choix de Patrick Devers pouvait à l'époque paraître surprenant, malgré une carrière déjà bien remplie et une énorme popularité. Son précédent film, Beau-père, réalisé par Bertrand Blier, avait été plébiscité par le public et la critique. Mais Devers était à ce moment boycotté par les journalistes après une altercation avec l'un de leurs confrères qui avait fait des révélations sur la vie privée de l'acteur et que Patrick Devers avait très mal encaissé. Verneuil étant le producteur de son film, il n'a eu aucun mal à imposer son choix et il va entourer Devers d'un casting solide composé de Caroline Cellier, Mel Ferrer, Annie Dupéret,
Jeanne Moreau, Michel Auclair, Charles Denner et beaucoup d'autres. Je trouve que vos questions deviennent de plus en plus personnelles, monsieur. Madame. Je vous dis que je n'ai pas suivi mon mari. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant, à salir sa vie privée? Eh bien, allez-y. Après une longue préparation, une habitude chez Verneuil afin d'anticiper tout éventuel problème et contrôler un maximum son budget. C'est vrai que je travaille beaucoup sur l'un découpage avant de venir sur le plateau. Peut-être parce que je suis un petit peu moins doué que les autres, je n'en sais rien, mais je ne peux pas réfléchir et trouver au milieu de 200 personnes. C'est pas possible. Le tournage débute le 19 août 1981 à Paris, où la majorité des séquences sera tournée. Seule une scène obligera toute l'équipe à se déplacer en Normandie. Un tournage sans encombre qui s'achèvera le 23 octobre 1981. C'est un film pas facile à faire, parce que j'avais toujours peur de tomber dans le didactique, dans le... Je crois que je m'en suis bien sorti parce que les deux histoires que je vous raconte, d'abord la multinationale, mais aussi une histoire vraie à côté qui va traverser la multinationale. 1000 milliards de dollars sort sur les écrans français le 10 février 1982 et attirera près de 1 200 000 spectateurs. Si ce score reste plus qu'honorable, c'est une petite déception pour Verneuil qui n'avait connu pareil score depuis 1969 avec la bataille de San Sebastian. Les critiques et la profession, qui n'a jamais été véritablement tendre avec Verneuil, sont en majorité conquis par ce film aussi divertissant qu'engagé. Écoutons l'avis de Bertrand Tavernier. Ce film, je le trouve très incroyable. C'est un film qui brusquement dans le cinéma français, et ce qui est curieux, c'est qu'à la sortie, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup dit. C'est un film qui a un ton de dénonciation critique, qui parle de certaines choses qui sont maintenant devenues la page 1 des journaux. Le rôle des multinationales, la façon dont les multinationales détruisent une partie du commerce et une partie de la vie dans le monde. Le film est incroyablement précurseur. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors j'ai découvert ce film un peu tardivement, c'était au milieu des années 2000, je venais de revoir Iconicar, et je me suis rendu compte qu'il me manquait encore quelques films de la filmographie d'Henri Verneuil à découvrir. 1000 milliards de dollars était l'un de ceux-là. Ce film ne passant quasiment jamais à la télévision, j'ai quand même réussi à trouver un DVD pour le voir enfin. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors ? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. J'ai été immédiatement emballé par ce film qui dénonce terriblement en avance sur son temps les stratégies totalement folles des multinationales, des grands groupes tels qu'on les connaît aujourd'hui, des stratégies qui sont en plus cautionnées par les pouvoirs en place. La scène du conseil d'administration dans cette immense salle est d'une intensité folle, vaut à elle seule le détour. On y passe en revue avec le plus grand cynisme tous les résultats des filiales de cette multinationale qui, lorsqu'elles n'atteignent pas leurs objectifs, sont tout bonnement restructurées ou supprimées par le grand chef. Un fonctionnement qui est devenu malheureusement courant de nos jours. Pour comprendre ce qui se passe dans une multinationale comme GTI, il faut avoir au moins une fois dans sa vie assisté à une de ces conférences marathon qui commencent à 10h du matin pour finir à minuit. Là, au 18e étage du building GTI, les directeurs des filiales passent sur la sellette. C'est une épreuve terrifiante. Un spectacle surnaturel. Good morning, gentlemen. La qualité du film réside essentiellement dans son scénario et dans les dialogues écrits par Henri Verneuil lui-même. On notera aussi forcément la prestation de Patrick Devers, dont on ne ressent pas ici le mal-être habituel. On pourra reprocher au film d'être un peu didactique, mais il reste tout de même passionnant de bout en bout. Cette enquête, on la suit véritablement avec intérêt, on a envie de savoir vers quoi elle va aboutir. Dans le dernier acte, il y a tout un suspense autour de la publication de l'article. Patrick Devers va-t-il arriver à publier son article, malgré la pression qu'il subit ? Je ne vais bien sûr pas vous donner la réponse. Je vous invite plutôt à le savoir en découvrant ce film. Pour conclure, je vous laisse avec l'un des monologues récités par Mel Ferrer qui interprète le grand patron de cette multinationale. J'ai demandé par testament que l'on grave sur ma tombe 2 dates.
celle de ma naissance et de ma mort, parce que ça se fait. Et en lettres d'or, un seul chiffre. Le cours de l'action GTI le jour de ma mort. Je veux que mes successeurs viennent sur ma tombe une fois par an, et je serai encore là pour vérifier s'ils ont fait grimper cette action. À très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.